Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes ensemble pour une semaine complète d'informations sur 8 Mont-Blanc. Et voici tout de suite les titres de ce lundi 22 novembre 2021. Ils s'en donnent à cœur joie. Les skieurs sont de retour à Val Thorens. Les remontées ont ouvert ce week-end. La station a donc débuté sa saison. Pour les autres domaines, c'est la dernière ligne droite avant un hiver synonyme de retour presque à la normale. Et puis lui aussi est de retour pour sa deuxième édition. L'Hivernal Festival débutera le 2 décembre. Organisé par Citia, il est une version réduite mais riche du Festival international du film d'animation d'Annecy. Les skieurs retrouvent donc les joies de la glisse en station. Val Thorens a tenu sa traditionnelle grande première ce week-end. Au total, près de 20 000 skieurs ont répondu présents. Un lancement de saison plutôt réussi pour la station des Trois-Vallées qui lance donc son marathon hivernal. Et même s'il est difficile de tirer des conclusions après un seul week-end, les professionnels et les passionnés ont le sourire, comme nous l'explique le président de l'Office de tourisme de Val Thorens au micro d'Emmanuel Jaude. Alors c'est un succès énorme en termes de fréquentation, mais le plus important c'est le plaisir. Tout le monde avait la banane, tout le monde était heureux, tout le monde était content d'être entre copains, de skier, de boire un coup ensemble, d'essayer des skis, de parler neige, ski, et c'était une attente qui était énorme, quoi. Ça, c'était fabuleux, quoi. J'ai jamais vu une grande première avec autant d'appétence des clients, quoi. C'était absolument formidable. À la fois pour leurs finances et puis pour le moral de tous, c'était vraiment important de réussir ce début de saison. Et en dehors de ce premier week-end d'ouverture, on a tous les week-ends jusqu'à Noël la station pleine d'événements et aussi de la clientèle semaine donc on a un début de saison qui va être très bon. Et si certaines stations sont donc déjà accessibles, la plupart d'entre elles ouvriront dans quelques semaines. Avec ou sans passe, elles sont en tout cas prêtes pour cette réouverture presque normale. L'association France Montagne, qui fédère les grands acteurs du ski de tous les massifs français, a tenu sa traditionnelle conférence de presse de lancement de saison. Une présentation en grande pompe au premier étage de la Tour Eiffel à Paris. Nous y étions, reportage. À quelques semaines de l'ouverture de la plupart des stations françaises, les acteurs du milieu ne sont pas inquiets. Le taux de réservation s'élève à 43% au 19 novembre, un taux inférieur de seulement 2,5 points à celui de 2019 à la même date. Je pense qu'on va faire une bonne saison. La seule petite inquiétude, effectivement, c'est surtout ce qui nous pèse un peu, c'est la clientèle étrangère. Par rapport à la situation sanitaire, qui a des difficultés effectivement de se déplacer, notamment les longs courriers, mais également les pays de l'Est, et un petit peu aussi la clientèle britannique qui constitue quand même le gros réservoir de la clientèle étrangère dans l'ensemble de nos stations. Belges et puis néerlandais, ça pose pas trop de problèmes, même si la situation est un petit peu compliquée actuellement, on n'a pas trop d'inquiétude. Mais une autre question se pose pour cette nouvelle saison. Les activités autres que le ski alpin rencontreront-elles le même succès ? Avec la dernière étude de l'Association nationale des maires de stations de montagne, de G2A et d'Atout France, nous avons constaté que 76% des gens vont continuer à pratiquer le ski alpin avec les autres activités qu'ils ont pu tester cet hiver. 16% ne reprendront que le ski alpin et 8% ne reprendront que ces activités parallèles. On se rend compte avec les chiffres des préventes qu'on est encore en augmentation, donc sans se baser sur l'année dernière qui était une année exceptionnelle, mais l'année 2019, la saison 2019, on est encore à plus 40%, dont 20% de nouveaux clients. La saison prochaine sera aussi une très bonne saison pour le nordique, et bien évidemment qu'on a besoin aussi du ski alpin pour faire venir les gens à la montagne, et maintenant qu'ils ont découvert les activités nordiques la saison dernière, ils vont pouvoir pratiquer et l'alpin et les autres activités nordiques dans nos stations. La dernière interrogation pour les acteurs du ski concernait bien sûr le protocole sanitaire à mettre en place. Les moniteurs des écoles du ski français sont prêts. La sécurité, ça fait partie de notre ADN depuis 75 ans, donc s'adapter à la sécurité, c'est notre quotidien. Donc là, c'est une sécurité sanitaire. On fera tout en sorte pour qu'en fin de compte, on puisse accueillir comme il se doit l'ensemble des clientèles. Et puis en même temps, œuvrer pour qu'en fin de compte, les moniteurs du ski d'une part puissent travailler sereinement et avec l'ensemble
des saisonniers et de l'autre côté qu'on puisse justement pratiquer notre sport. Interrogé par nos confrères d'Europe 1 sur le protocole sanitaire en vigueur dans les stations, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a rappelé dimanche que le pass sanitaire sera imposé pour accéder aux remontées mécaniques si le taux d'incidence au niveau national dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Un taux qui s'élève à ce jour à 164. Alors que la plupart des stations, comme vous l'avez vu, s'apprêtent à accueillir les premiers skieurs, Méribel et Courchevel finissent d'autres préparatifs. Les stations savoyardes accueilleront en effet les finales de Coupe du Monde de ski alpin en 2022 et surtout les championnats du monde en 2023. Cela représente pour elles un travail de longue date dont les grosses œuvres sont bel et bien terminées. Et si les premiers partenaires se font aujourd'hui connaître, il reste encore pour les organisateurs un peu d'argent à rassembler. On fait le point sur ce dossier avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. En attendant la neige, le comité d'organisation des championnats du monde de ski 2023 ne chôme pas. À 15 mois du grand rendez-vous, les grosses œuvres sont achevées. À Méribel, il s'agissait notamment de refaire la piste qui accueillera la compétition. Des travaux qui viennent justement de s'achever. Les travaux avaient déjà commencé l'année dernière sur la partie haute, la partie qui servira pour la vitesse, donc pour les mondiaux. Elle s'est finalisée cette année sur la partie basse du stade, où il y a eu un reprofilage pour la piste de parallèle. Et tout l'enneigement de culture, plus la fibre et le réseau d'injection qui a été refait à neuf. Donc tous ces travaux se sont terminés la semaine dernière. Donc on est vraiment dans les clous à ce niveau-là. Il y a eu un gros travail de Méribel Alpina, la société de remontée mécanique avec l'entreprise générale qui a été en charge de faire tout ça. Donc on est très bien dans le timing, tout est bon. Du côté de Courchevel, c'est la toute nouvelle piste Eclipse qui patiente avant d'accueillir les meilleurs skieurs de la planète. Avec un dénivelé moyen supérieur à celui de Kitzbühel, le tracé a nécessité 4 ans de travaux qui se sont achevés l'hiver dernier. Un site qui a d'ores et déjà été validé par la Fédération internationale. C'est vrai que la pandémie ne nous a pas laissé la possibilité de pouvoir la tester. Par contre, elle a été tracée, elle a été visitée par les experts de la FIS. Et dans la perspective d'accueillir les finales et de tester, on a d'ores et déjà des tests par section qui vont être prévus au mois de janvier, puis début mars, pour pouvoir ajuster éventuellement le mieux possible pour que les finales se passent dans les meilleures conditions. Car en effet, même avant les championnats du monde, Méribel et Courchevel accueilleront en fin de saison les finales de la Coupe du Monde de ski. Une compétition synonyme de galop d'essai pour l'équipe d'organisation qui se tient prêt, signant en ce moment les premiers partenariats financiers, élément indispensable à la tenue de telles manifestations. Et nous ouvrons une page cinéma avec mon invité du soir. Il s'agit de Michael Marin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de CITIA, organisateur du Festival international du film d'animation à Annecy. Et vous venez nous présenter ce soir en quelque sorte son petit frère, l'Hivernal Festival, qui débutera jeudi prochain, le 2 décembre. On peut dire que c'est son petit frère, effectivement ? Oui, on peut dire que c'est son petit frère parce que ça dure que 3 jours. C'est un volume différent, c'est autre chose, mais l'ambition, la passion et vraiment la volonté d'avoir du public en salle est intacte et la même. Il est davantage tourné vers le grand public, plus que la version qu'on connaît internationale en juin ? Oui, encore plus, on avait vraiment la volonté, et depuis 2018, on multiplie les opérations, vraiment la volonté d'avoir des moments privilégiés avec le public local, avec le grand public. C'est le cas avec des avant-premières, c'est le cas avec tout un tas de dispositifs qu'on organise sous une ombrelle qu'on appelle Annecy s'anime, donc tout au long de l'année, et puis avec des moments forts, et l'hivernal vraiment en fait partie. Alors, quelle est la programmation ? Comment vous avez pensé cette programmation ? Alors en termes de coups de cœur, de films qui pour la plupart sont passés par le festival du mois de juin, soit en cours de production, soit ont été présentés en avant-première. La majorité des films de la programmation de l'hivernal sont des avant-premières, donc c'est vraiment une vraie chance. Et pour la plupart des films, ils sortiront après l'hivernal, ils seront exploités après l'hivernal en salle. Et puis on a essayé de montrer ce qu'était la diversité de l'animation aujourd'hui avec des films pour la famille, des films un peu plus adultes. On a vraiment une belle diversité.
il n'y aura pas seulement des films, il y a aussi des ateliers, différentes choses qu'on peut retrouver. Oui, alors des expériences par exemple en réalité virtuelle que le public pourra tester gratuitement, et puis des ateliers d'initiation à l'animation à l'auditorium de Sénaux ou à Pathé, soit dirigé par Citia, soit par notre partenaire l'atelier des 3A. Et donc le public pourra gratuitement, les inscriptions sont en cours sur notre site internet hivernalfestival.org, pourra faire des images en animation, soit en animation traditionnelle, soit en animation en volume. C'est donc ouvert à tous les âges, tous les publics. Oui, c'est à l'image de l'animation, hein, c'est de 7 à plus de 90 ans, je dirais maintenant, à la fois pour effectivement ces ateliers ou pour les films que nous allons présenter. Et c'est pas seulement à Annecy, parce qu'on parle beaucoup d'Annecy, mais cet hivernal festival, il se déroule aussi dans d'autres salles du département. Oui, dans la même logique que celle de l'ouverture au grand public et au public, on va aussi au-devant du public qui habite plus loin dans le département, grâce notamment au soutien du département de la Haute-Savoie. Donc nous aurons des projections de films de l'hivernal à Cusy, Annemasse, Torrent, Glières et Cluses, donc avec des salles partenaires que je remercie. Et ça nous permettra d'aller au-devant du public. Est-ce que le contexte vous inquiète un petit peu? On sait que le public revient timidement dans les salles. Alors dire qu'on n'y pense pas serait mentir, mais compte tenu effectivement des protocoles, de ce qui se passe dans les salles de cinéma, on est assez confiant pour l'Hivernal Festival, et puis on fait confiance, on le sait, il faut respecter les gestes barrières, il faut se faire vacciner, donc on est assez confiant pour l'Hivernal, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà la tête un petit peu tournée vers l'édition 2022 du Grand Festival international ? Oui, en fait, on a à peine fini une édition au mois de juin qu'on pense déjà à celle d'après et qu'on est déjà en ordre de marche. C'est le cas pour toute l'équipe de Citia très activement depuis le mois de septembre. Et nous préparons effectivement la prochaine édition en présentiel. C'est vraiment le souhait que nous avons, vraiment ce retour en salle, le retour du public et des professionnels. On a déjà annoncé, donc on peut le rappeler, que la Suisse sera le pays à l'honneur, le pays invité. C'est très très proche, mais ça n'avait jamais été fait auparavant. Et puis ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une excitation, une envie des studios du monde entier d'être à Annecy en juin prochain. On a quasiment tous les jours des demandes. Je sais que les réservations hôtelières sont déjà à un niveau très très élevé. Donc là aussi, compte tenu de ce qu'on a vécu ces dernières éditions, on est très confiant. Avec le retour très attendu, on touche du bois, hein, mais des internationaux, puisque ils représentent aussi une grande partie de ce festival. Oui, le paramètre des voyages et des transports est vraiment déterminant. On espère que la situation, même si effectivement on ne va pas se le cacher, on est rentré dans une nouvelle vague, mais on en a connu d'autres, donc je crois qu'on aura une autre façon de les gérer. Et d'ici le mois de juin, on aura bien sûr, j'espère, l'occasion de revenir à une situation favorable, comme elle l'a été malgré les contraintes que nous avons eues. Mais nous avons fait un festival en présentiel en juin dernier et on fera encore mieux en juin 2022. Un très beau festival. Peut-être un mot sur la santé du secteur, justement, dans ce contexte, après l'édition de juin, avant cette édition hivernale. Comment vous sentez un petit peu tous les acteurs du monde de l'animation ? Alors sur le cinéma d'animation, on est dans une période très très faste, hein, énormément de production, beaucoup de production de séries télé, de longs métrages, pour la famille, ce qui était un petit peu la norme auparavant. Mais aujourd'hui, c'est une vraie tendance de fond, beaucoup d'animation pour adultes, et que ça soit en long métrage, en série télé, que ça soit avec les diffuseurs ou les distributeurs traditionnels ou les plateformes. Mais néanmoins, et c'est ce qu'il faut, c'est le message qu'il faut vraiment envoyer au public, c'est retourner en salle, aller en salle. Il y a une très très belle programmation, bien sûr pour l'hivernal, mais actuellement il y a une très très belle programmation au cinéma. Il y a de grands films qui vont être dans les salles prochainement. C'est une expérience unique, rien ne remplace la salle de cinéma, et c'est sûr. Des protocoles, les salles sont là pour le faire respecter, et on passe, pour y être allé encore récemment, on passe un grand moment. Merci beaucoup, Michael Marin, d'être venu nous voir. Et donc, on rappelle les dates du 2 au 5 décembre. Rendez-vous pour l'Hivernal Festival. Merci. À bientôt. Au revoir.
Merci. Un tout autre sujet à présent. Il est la première cause évitable de mortalité en France. Le tabac tue chaque année en France près de 75 000 personnes. L'opération Moi sans tabac permet de sensibiliser sur les risques liés au tabagisme. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec la directrice de la Ligue contre le cancer de Savoie, Céline Chauffard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est la 6e édition de ce Mois sans tabac, une opération qui vise notamment à accompagner ceux qui ont décidé d'arrêter de fumer. Quelles sont un petit peu les actions dont ils bénéficient pendant ce mois particulier ? Eh bien, ce mois, il est là pour accompagner tous les fumeurs. Le premier outil dont on peut parler, c'est Tabac Info Service, avec un numéro de téléphone à disposition du lundi au samedi pour tous les fumeurs qui souhaitent diminuer ou arrêter. Donc, il y a le 39 89. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a des challenges par équipe, des challenges par région, du soutien, des forums de discussion pour que les fumeurs puissent relever ce challenge de ne pas fumer pendant 30 jours. La Ligue contre le cancer a demandé à cette occasion du mois sans tabac la généralisation des espaces sans tabac autour des écoles. Il y a là un réel enjeu d'après vous ? Il y a un vrai enjeu de santé publique derrière la généralisation des espaces sans tabac devant les établissements scolaires, parce qu'en fait, le tabagisme, après avoir diminué entre 2014 et 2019, stagne. Aujourd'hui, on a environ 25% de personnes qui fument quotidiennement. Et pour les jeunes, c'est un vrai enjeu, puisque 200 000 jeunes commencent à fumer chaque année. Donc, c'est important qu'on puisse dénormaliser, c'est-à-dire enlever le tabac de la vision de tous et surtout devant les établissements scolaires pour que l'environnement soit plus sain et puis que les jeunes ne considèrent pas qu'il est normal de fumer devant un établissement scolaire. Concrètement, ces zones, elles sont matérialisées. Comment elles sont justement matérialisées ? Alors, la Ligue contre le cancer, en fait, a lancé un label, son propre label, qui est le label Espace sans tabac, avec un visuel national. Donc, ce sont des panneaux qui sont apposés devant les espaces sans tabac, qui font l'objet d'un arrêté municipal. Donc, on est en lien avec les municipalités sur ce projet-là pour échanger avec elles, pour avoir leur soutien et labelliser des espaces sans tabac. Donc, ce sont des endroits qui sont clairement visibles puisque matérialisés par un panneau. Et c'est vrai qu'on souhaiterait, nous, à la Ligue contre le cancer, que ce soit la loi et l'État qui généralise les espaces sans tabac devant tous les établissements scolaires de France, puisqu'il y a à peu près 61 500 établissements. Et ce serait beaucoup plus pertinent que vraiment tous les établissements soient désormais espaces sans tabac. En Savoie, quel constat faites-vous ? Est-ce qu'il y en a déjà de nombreux, ces espaces sans tabac ? Alors, on a à ce jour une vingtaine d'espaces sans tabac. Je vous avoue que la crise sanitaire n'a pas facilité les échanges puisqu'on a été retardé dans pas mal de discussions, mais on constate que plusieurs municipalités se joignent à la Ligue contre le cancer pour labelliser des espaces publics dans leur commune. Voilà, sur le bassin chambérien, on a eu des inaugurations la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Et puis, au mois de décembre, on a encore des inaugurations prévues, notamment à Chambéry et Barbera. Un dernier petit mot peut-être plus globalement sur la consommation de tabac. Est-ce que vous avez des chiffres particuliers pour la Savoie ou en tout cas une tendance ? Est-ce qu'elle est à la baisse ou à la hausse sur ce département particulièrement ? Non, on n'a pas de statistiques départementales sur le tabagisme. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le tabagisme sur l'ensemble du territoire stagne. Et là où on avait eu des années très fastes sur les premières éditions du mois sans tabac, puisqu'on a perdu 2 millions de fumeurs en France. Donc voilà, nous, à la Ligue contre le cancer, on a un message, c'est de ne pas stigmatiser les fumeurs, mais vraiment de les accompagner. Donc on est à leur disposition pour les aider. Et on espère que ce nombre continuera à diminuer. Merci beaucoup, Céline Chauffard, d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt, merci. Merci, au revoir.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Dans un instant, la météo plutôt fraîche de Thierry Paul. Et puis, nous vous proposons de revoir cette semaine notre émission Panorama consacrée à des boissons non alcoolisées locales. Et c'est une émission présentée par Sébastien Germain. Je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À demain.